Une fuite minuscule, 3 options, et soudain le Nigeria entier suspendu à une phrase. À Washington, on dit protection des civils. À Lagos, on entend le bruit des drones avant les excuses. Alors la question perce la brume. Quand une pluie, Sens promet d'aider. Qui paie le prix de l'aide? Ibrahim Traoré l'a martelé à l'ONU. Sans dignité africaine, il n'existe pas d'équilibre mondial, seulement des dépendances rebaptisées. Ce matin-là, Abuja a senti la bascule. Rester spectateur des plans venus d'ailleurs, ou reprendre la parole, malgré l'ombre des porte-avions. Sous les mots lisses des diplomates, stabilité, coopération, se cache un risque plus profond, celui de redéfinir la souveraineté sans en prononcer le nom. Le Nigeria devient, malgré lui, le laboratoire d'un vieux schéma, l'intervention sous prétexte d'assistance. Les promesses d'appui technique s'empilent, pendant que les marchés de Lagos craignent le retour des drones. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas un hasard. Tant que l'Afrique attendra qu'on vienne la sauver, elle restera sous tutelle. Son avertissement résonne ici comme un écho. Chaque aide étrangère porte la graine d'un nouveau contrôle. Les États-Unis présentent 3 plans militaires, lourds, moyens, légers, 3 versions d'un même dilemme, agir ou laisser faire, mais toujours à distance du peuple ou du peuple concerné. À Abuja, le débat s'envenime. Faut-il accueillir la sécurité venue d'ailleurs ou reconstruire la sienne? Entre fierté et peur, la nation marche sur une corde raide. Car la véritable question n'est plus si le Nigeria sera protégé, mais par qui et à quel prix. La révélation est tombée comme un éclat de verre. 3 plans d'intervention, chacun promettant la stabilité, aucun ne parlant de reconstruction. Dans les chiffres du mémo américain, tout semble précis. 10 jours pour mobiliser un porte-avions, 30 pour établir une zone de contrôle. Mais derrière la rigueur technique, une absence saute aux yeux, celle du Nigeria lui-même. C'est ici que le contraste devient insoutenable. Dans le nord, les marchés rouvrent après chaque attaque. Les familles rebâtissent les murs avant les tombes. À Washington, on débat des coûts humains comme d'une variable. Le Nigeria n'est pas un champ d'essai. Il est une nation de 200 millions d'âmes, traversée par la mémoire du colonialisme et la méfiance envers les promesses venues du ciel. Ibrahim Traoré l'a rappelé, on ne restaure pas la dignité d'un peuple par procuration. Pourtant, les images satellites rouges sur les écrans du Pentagone racontent une autre histoire. Celle de cartes tracées sans témoin, de décisions prises dans des salles sans fenêtres. La fuite au New York Times n'a fait que révéler ce que beaucoup pressentaient. Une guerre sans uniforme, un théâtre où la souveraineté devient décor. Et pendant que les diplomates s'accrochent à leurs communiqués, Lagos s'agite. Des animateurs de radio lisent les extraits d'autres de la fuite. Des camionneurs appellent à l'aide. Des étudiants réclament l'indépendance totale. Les lignes se déplacent, entre coopération et contrôle, entre sécurité et dépendance. Ce que le monde appelle intervention, le Nigeria commence à le nommer autrement, substitution. Et derrière ce mot, un doute. Si la paix doit toujours venir d'ailleurs, est-ce encore une paix ou seulement une accalmie sous surveillance? Au milieu des débats d'experts, 3 visages émergent comme des boussoles silencieuses. Joseph, ingénieur maritime à Port Harcourt, regarde les pétroliers monter et descendre avec la marée. Chaque nouvelle rumeur d'intervention fait grimper le prix du carburant. « J'ai déjà vu ce film », dit-il. « Quand ils viennent pour protéger, les prix montent, la paix descend. » Plus au nord, Halima, mère de 2 enfants, garde dans sa poche les photos de ses fils tués par une frappe de drone accidentelle. Pour elle, chaque promesse de sécurité est un souvenir d'enterrement. Et dans un café d'Abuja, un officier retraité tourne sa cuillère dans le thé. Formé jadis par des conseillers américains, il murmure « Ils appelaient cela un partenariat. Nous appelions cela obéir. » Ces voix, loin des cartes et des plans, redonnent cher à la question initiale. Quand Ibrahim Traoré évoque la souveraineté comme la première condition de la paix, il parle pour eux.
ceux qui reconstruisent, avant de se plaindre. Les premiers effets de la crise ne sont pas militaires, ils sont économiques, symboliques, intimes. Une hausse du pétrole, un silence dans les rues, une méfiance qui s'étend comme une ombre. Et à mesure que l'incertitude grandit, un sentiment s'impose. Si le Nigeria devient le théâtre d'une décision étrangère, c'est son peuple qui jouera sans en écrire le texte. So what? Quand une nation commence à douter de sa voix, c'est le monde entier qui perd une note de vérité. Tout commence par un murmure dans les rédactions, une fuite discrète reprise par le New York Times. 3 options d'intervention, 3 degrés de promesse, 3 façons de nommer la guerre sans l'avouer. À Washington, le Pentagone pèse ces mots. Protection des civils, dit-on. Mais dans les rues de Lagos, ces mots résonnent, comme un écho trop familier. La protection n'arrive jamais à temps, ou reste trop longtemps. Les responsables américains débattent. Intervention lourde, moyenne ou légère. Les généraux parlent de frappe préventive. Les diplomates de engagement limité. Le secrétaire à la Défense veut montrer la force. Le département d'État redoute un nouveau scénario libyen. Pendant ce temps, à Abuja, les rumeurs s'épaississent. Les officiers supérieurs se réunissent discrètement avec des représentants de l'Africom. Le gouvernement nie toute présence étrangère, tout en acceptant une coopération technique. Mais dans les ports, on remarque la différence. Du carburant qui manque, des prix qui grimpent, des cargos militaires américains qui dérivent lentement restent. Bien envers sans long à l'ouest. Puis vient le silence. Celui qui précède toujours un basculement. Un dimanche matin, un titre bref tombe. Les États-Unis envisagent des options militaires pour le nord du Nigeria. Dans les heures qui suivent, le pays se réveille en colère. Des manifestants envahissent les rues avec des pancartes. Pas de bottes étrangères, pas de nouveaux maîtres. Les radios locales deviennent des tribunes ouvertes. Des chauffeurs, des enseignants, des soldats parlent d'une seule voix. Notre douleur n'est pas leur mission. Et dans ce tumulte, la voix d'Ibrahim Traoré, enregistrée des mois plus tôt à l'ONU, refait surface sur les réseaux sociaux. Sans dignité africaine, la stabilité n'est qu'un mot importé. Oh, voici. Les caméras tournent vers le ciel. Des avions gris traversent les nuages, peut-être commerciaux, peut-être pas. Le doute devient certitude. Au large, l'USS Dwight D. Eisenhower avance. Feu éteint, moteur au ralenti. Officiellement, un exercice de routine. Officieusement, un signal. Chaque heure, les nouvelles se contredisent, mais une constante demeure. La peur qu'une décision prise loin devienne une guerre proche. Et tandis que les diplomates répètent les mêmes formules, le peuple, lui, comprend une vérité plus simple. Quand la souveraineté se négocie à huis clos, la liberté s'efface à la lumière du jour. La tension atteint son point de rupture. Un sénateur frappe du poing au Parlement. Chaque soldat américain ici est un clou dans le cercueil de notre indépendance. Dehors, la pluie se mêle au gaz lacrymogène. Des drapeaux trempés claquent dans la nuit. Et entre 2 éclairs, un sentiment collectif s'installe, celui d'une nation qui, pour la première fois depuis longtemps, ose dire non. Les chiffres ne mentent pas, dit-on. Pourtant, ils ne disent jamais tout. Selon les documents internes de l'Africom, 3 scénarios d'intervention sont évalués, lourde, moyenne et légère. Chacun s'accompagne d'une estimation froide. Coûts, victimes, délais. Option lourde, un déploiement naval et aérien complet, 10 jours pour atteindre le golfe de Guinée. Environ 3500 soldats engagés, avec des frappes coordonnées sur Borno et Yobe. Le Pentagone parle d'engagement de précision, mais les observateurs africains rappellent que les frappes similaires en Libye ont provoqué plus de 1000 morts civils. Option moyenne, opération de drones, Reaper, Power et Predator, depuis des bases hors du Nigeria, frappes à distance, supervision exclusive américaine.
Coût prévu, 120 millions de dollars par mois. Le risque, erreur d'identification, dommages collatéraux non comptabilisés. Option légère, coopération technique et formation, intégration d'équipes américaines dans les unités nigérianes. Le précédent du Mali en 2013 a montré le résultat. Coup d'État, milices dissidentes, fractures internes. Chaque chiffre s'accompagne d'un silence gênant. Aucun plan ne prévoit de reconstruction après l'opération. Sur le terrain, l'économie commence déjà à se déformer. Le carburant a augmenté de 12% en 2 semaines, les importations ralentissent et les compagnies pétrolières suspendent leurs contrats à court terme. À Port Harcourt, Joseph compte les jours avant le gel de son chantier. À Kaduna, Halima remarque que les vivres humanitaires deviennent plus rares. Et à Abuja, les ministères rédigent des communiqués pour calmer une population qui ne croit plus aux communiqués. Pendant ce temps, Washington parle de opportunités de stabilisation régionale. Ibrahim Traoré, dans un entretien rediffusé sur les chaînes africaines, renverse le cadre. La stabilité importée est une dépendance bien emballée. Ces mots soulignent le décalage. Alors que les rapports s'alignent en colonnes chiffrées, les conséquences humaines se comptent en cicatrices. Les analystes parlent de efforts proportionnés, mais comment quantifier la perte d'autonomie? Baseline, un pays souverain, ancré dans ses contradictions. Delta, un territoire cartographié depuis l'extérieur, ses frontières redessinées par des radars. Et dans ce calcul froid, quelque chose échappe. La valeur d'une voix nationale qui dit non à l'unisson. Car derrière les pourcentages et les budgets, il reste une évidence. Aucun indicateur ne mesure la dignité. Au cœur du tumulte, 2 visions s'affrontent, chacune persuadée de défendre la survie du Nigeria. La première, soutenue par certains responsables militaires, plaide pour la coopération totale avec Washington. Ses officiers, formés à l'étranger, voient dans l'alliance américaine une garantie technique. Drones, renseignements, puissance dissuasive. Sans eux, dit l'un, Boko Haram nous engloutira. La seconde, plus viscérale, défend la souveraineté intégrale. Ces voix montent dans les rues, les universités, les mosquées. Elles rappellent que chaque intervention passée a laissé derrière elle un pays fracturé. On ne reconstruit pas un État sous tutelle. Sans le débat s'intensifie. Dans les rédactions, les experts se renvoient l'histoire. Libye, Somalie, Irak, autant de précédents où la paix promise s'est changée en chaos durable. À la télévision, un économiste souligne que la sécurité ne peut pas être une importation. Les drones stabilisent l'air, pas les institutions. Ibrahim Traoré, souvent cité dans ces débats, incarne la contre-argumentation morale. Pour lui, l'Afrique doit accepter le risque de ses propres erreurs pour mériter la liberté de ses décisions. Mieux vaut trébucher par soi-même que marcher sous un autre drapeau. Entre ces 2 camps, un mince fil d'espoir, celui d'une coopération repensée, horizontale, fondée sur la transparence. Mais même cette idée vacille, car la confiance a quitté la table. Et pendant que les diplomates cherchent le compromis, le peuple nigérian, lui, a déjà tranché dans ses chants, ses pancartes, ses prières. Ce n'est pas la guerre qu'il refuse en tête, c'est la délégation du destin. Le stillman de cette crise est simple. La sécurité est nécessaire, mais sans souveraineté, elle devient une cage dorée. Ils sont déjà là. La phrase, chuchotée sous la pluie d'Abuja, a tout changé. En quelques heures, le doute s'est transformé en certitude. Les avions gris au-dessus du golfe de Guinée n'étaient plus des exercices, mais des présences. Dans la rue, les manifestants lèvent les yeux, filmant ce qu'ils ne peuvent prouver. L'image granuleuse d'un porte-avions américain devient virale. Preuve ou symbole, peu importe, elle nourrit la colère. Ibrahim Traoré avait prévenu « La domination moderne ne s'annonce pas avec des drapeaux, mais avec des exercices conjoints. » À partir de ce moment, la narration bascule.
Ce n'est plus une question de stratégie, mais d'identité. Le Nigeria cesse d'être un théâtre pour redevenir un personnage principal. La tension ne réside plus dans la peur de la guerre, mais dans la conscience de la dépossession. Et tandis que les porte-paroles américains répètent leur formule, la population, elle, répète autre chose. Pas de sauveur sans notre voix. L'Afrique, à travers cette révolte contenue, semble enfin répondre d'une seule voix à la question que le monde évitait depuis trop longtemps. La paix sans souveraineté. Est-ce encore la paix? Les semaines qui suivent la fuite redéfinissent silencieusement le quotidien nigérian. Les prix du carburant flambent de 15%. Les denrées de base doublent dans certaines régions. Dans les ports, les cargos ralentissent. Dans les universités, les cours se vident. La peur, diffuse, s'installe dans les conversations ordinaires. Pour les travailleurs et agriculteurs, l'incertitude devient une charge de plus. Les récoltes du Nord se perdent. Les camions manquent d'essence. Et les marchés se vident plus vite que les greniers. Un fermier résume. On nous dit que c'est la stabilité. Moi, je vois juste des champs abandonnés. Chez les entreprises et décideurs, les signaux sont tout aussi sombres. Les compagnies pétrolières suspendent les contrats, les investisseurs étrangers gèlent leurs projets. Une étude interne évoque une perte immédiate de 3,2 milliards de dollars si la crise persiste au-dessus de 6 mois. Pour les nations et diplomates voisins, le malaise s'étend comme une onde. Le Niger, le Tchad et le Bénin redoutent sans-doute la contagion du chaos, tandis que l'Union africaine appelle à la retenue, sans oser condamner Washington. Quant aux cadres et voix culturelles, journalistes, artistes, intellectuels, ils deviennent le miroir d'une résistance nouvelle. Des poèmes circulent en ligne. Chaque drone qui passe efface un mot de notre hymne. À travers ce tumulte, la figure d'Ibrahim Traoré prend une valeur symbolique. Ses discours sur la dignité et la souveraineté circulent dans les radios communautaires. Pour beaucoup, il incarne l'idée d'une Afrique qui se parle à elle-même, sans traducteur ni tuteur. Mais la conséquence la plus profonde est invisible. C'est la fracture entre le peuple et les institutions. Le gouvernement d'Abuja, pris entre la rue et les chancelleries, vacille dans son langage. Coopération technique devient le masque d'un consentement forcé. Et dans le brouhaha global, une vérité simple s'impose. Plus la sécurité s'importe, plus la liberté s'exporte. Ce paradoxe, stabilité contre souveraineté, est désormais le dilemme moral du continent. La question qui traverse Lagos et Ouagadougou, Bamako et Niamey, est la même. Combien vaut la paix si elle coûte la voix d'un peuple? Les chiffres parlent, les rues aussi. Et cette fois, les deux disent la même chose. L'Afrique n'acceptera plus d'être protégée à genoux. Les analystes de Washington comme ceux d'Abuja esquissent 3 trajectoires possibles pour le Nigeria. Dans le scénario base, statu quo tendu. Les États-Unis maintiennent une présence consultative, sans frappe directe. Les prix de l'énergie se stabilisent, mais la méfiance s'enracine. Le Nigeria reste souverain sur le papier, dépendant dans les faits. Le pays gagne du temps, pas d'autonomie. Dans le scénario optimiste, retrait progressif. Sous pression régionale, les plans d'intervention sont suspendus. Abuja relance une stratégie conjointe avec les États du Sahel, appuyés par l'Union africaine. Les marchés se rouvrent, la jeunesse retrouve confiance et la diplomatie africaine s'affirme. Ibrahim Traoré devient l'un des visages de cette doctrine nouvelle. La coopération par l'égalité, non par la tutelle. Dans le scénario pessimiste, escalade. Une frappe isolée, un incident, un drone trop bas, et la spirale s'enclenche. L'opinion se polarise, les violences locales s'intensifient, les forces étrangères consolident leur présence. Ce scénario, redouté de tous, rappelle la Libye. 10 ans de chaos nés d'un geste préventif. Entre ces 3 chemins, Abuja hésite. Le choix n'est pas seulement stratégique, il est philosophique. Quelle valeur donner à la peur, à la dignité, au droit de se tromper soi-même?
Si la base prévaut, le Nigeria deviendra une zone grise, ni colonie, ni puissance. Si l'optimisme triomphe, le pays pourrait être le laboratoire d'une indépendance africaine renouvelée. Mais si le pire advient, c'est tout le continent qui paiera le prix de cette nouvelle guerre visible. Comme l'a dit un diplomate africain, les interventions étrangères sont comme la pluie. Elles tombent au hasard, mais c'est toujours la même terre qui s'inonde. Et peut-être qu'au fond, le vrai choix n'est pas celui des États, mais celui des peuples. Refuser de déléguer leur courage. Car la souveraineté, ici, n'est pas une idée abstraite, c'est une responsabilité vivante qu'aucun drone ne peut assumer l'idée à leur place. Dans le vacarme des discours officiels, une autre conversation s'ouvre, plus intime, plus vraie. Les citoyens du Nigeria, comme ceux du Burkina Faso ou du Mali, ne parlent pas juste en chiffres, mais en expérience. Dans les rues d'Abuja, les étudiants comparent les coupures d'électricité aux coupures de souveraineté. Quand la lumière revient, c'est qu'on nous a encore branchés ailleurs. Sur les marchés, les femmes rient avec amertume. On nous protège tellement qu'on n'a plus rien à vendre. Ces voix ordinaires forment un chœur que les chancelleries n'écoutent pas, mais qu'elles redoutent. Dans les cafés, les débats se transforment en éveil collectif. Chacun comprend que la sécurité importée est un luxe dangereux. Elle apaise aujourd'hui pour fragiliser demain. Les jeunes journalistes documentent, les artistes peignent, les prêtres prêchent. Un slogan s'impose. Pas de paix sans pouvoir de dire non. C'est ça qu'Ibrahim Traoré redevient symbole, non plus d'un État, mais d'un mouvement, celui d'une Afrique décidée à ne plus traduire ses douleurs dans le langage des autres. Les télés montrent encore les images de porte-avions. Mais le peuple, lui, regarde autre chose. Ses enfants, son sol, ses mots. Et dans cette lucidité nouvelle, la peur se transforme en patience, la colère en cohérence. Car au bout du compte, la paix ne se négocie pas, elle se cultive. Et ceux qui la sèment doivent en garder les graines, sinon elle ne poussera jamais chez eux. Devant le chaos potentiel, certains cercles africains esquissent une voie de sortie, lente mais possible. D'abord, reprendre la narration. Que les gouvernements du Sahel imposent leur propre chronologie de crise et de paix. La communication, jusqu'ici dictée par les chancelleries étrangères, doit redevenir un outil de souveraineté. Ensuite, bâtir une alliance régionale de défense non alignée, ni dépendante de l'Ouest, ni inféodée à d'autres puissances. Une structure capable de mutualiser les ressources, les renseignements et la logistique. Puis, investir dans la reconstruction symbolique. Éducation, médias, mémoire. 3 terrains où l'autonomie se gagne, avant même la sécurité. Par ailleurs, instaurer un contrôle citoyen sur les accords militaires et économiques. Publier, expliquer, débattre, rendre le pouvoir transparent pour le rendre légitime. Enfin, mesurer la souveraineté non plus par les discours, mais par les résultats. Une population qui choisit ses partenaires sans subir leur présence. Dans cette feuilleur de route, Ibrahim Traoré sert de boussole morale. Son message n'est pas la défiance, mais l'équilibre. L'indépendance, disait-il, n'est pas un mur, c'est une porte qu'on garde ouverte de son côté. Si Abuja, Ouagadougou, Niamey et Bamako appliquent ce modèle, l'Afrique de l'Ouest pourrait passer du statut de terrain d'opération à celui d'acteur stratégique. Mais le succès repose sur une condition, la constance. Tenir le cap sans céder aux promesses rapides et ni aux menaces voilées. Car la liberté, ici, ne se gagne pas une fois pour toutes. Elle s'entretient, comme une flamme qu'aucune aide étrangère ne peut rallumer à votre place. Le soir tombe sur Abuja. Les lumières vacillent, mais les voix demeurent. Sur les murs, les slogans des manifestants s'effacent lentement, remplacés par les traces de pluie. Pourtant, derrière cette apparente fatigue, une énergie nouvelle circule. Celle d'un peuple qui ne veut plus être parlé à sa place.
Joseph ferme les portes du chantier naval. Halima range les photos de ses fils, non pour oublier, mais pour continuer. Dans un café, l'officier retraité lève les yeux vers l'écran où passe un discours d'Ibrahim Traoré. La dignité ne se négocie pas, elle se vit. Cette phrase devient le motif du pays tout entier, car le Nigeria n'est plus seulement le théâtre d'une crise, il est devenu le miroir d'un réveil. Et dans le silence qui suit, chacun comprend que le courage n'est pas toujours dans le combat, mais dans le refus de céder son histoire. La souveraineté ne se signe pas, elle se garde. Sous un ciel encore traversé de drones, le Nigeria s'éveille lentement. Rien n'a explosé, mais tout a changé. Les marchés rouvrent, les enfants reprennent le chemin de l'école, et dans l'air flotte une question que nul communiqué ne peut effacer. La paix peut-elle être livrée à distance ? De Lagos à Ouagadougou, cette interrogation franchit les frontières. Elle parle de dignité, de mémoire, de l'équilibre fragile entre protection et liberté. Ibrahim Traoré, dont les paroles résonnent un tout. À nouveau sur les radios africaines, en a fait d'une promesse. L'Afrique ne se relèvera pas par la force, mais par la voix. Alors, au-delà des rapports et des plans, reste une seule décision à prendre, celle qui appartient à chacun. Faut-il encore attendre qu'on vienne sauver le continent ou le sauver de cette attente elle-même ? Votre voix, pas la leur, devrait répondre à cela, car l'histoire n'avance pas avec les missiles, mais avec ceux qui refusent de s'y soumettre.